C'était vraiment tout? Pour nous, c'est la seule question importante alors que l'offensive d'été russe de 2025 touche à sa fin. Lancée en grande pompe en mai, à un moment où l'Ukraine était à son point le plus faible depuis le début de 2022, l'offensive devait, selon les prévisions, réaliser des avancées majeures contre un adversaire souffrant d'une grave pénurie de main-d'œuvre. Vladimir Poutine a déclaré avant les opérations « Il y a des raisons de croire que nous pouvons anéantir les forces armées ukrainiennes ». Eh bien, 5 mois plus tard, cela ne s'est toujours pas produit. Non seulement l'armée de Kiev tient toujours, mais elle a réussi à freiner l'avancée russe. Et bien que les forces de Moscou aient réalisé des avancées et pourraient encore réussir à prendre la ville stratégique de Pokrovsk, leurs progrès ont été minimes et se sont faits à un coût énorme. Des estimations prudentes indiquent que plus de 60 000 soldats russes ont été tués cette année, les plus hautes allant jusqu'à près de 90 000. En échange, la Russie a conquis 0,4% du territoire ukrainien. Tout cela soulève la question, pourquoi les forces de Poutine ne font-elles pas mieux? Et ce n'est pas une remarque désinvolte. L'Ukraine à l'automne 2025 n'est pas dans une bonne situation. Elle manque de troupes, a perdu son avantage dans la guerre des drones et son réseau électrique a été dévasté par des attaques aériennes. Face à un adversaire affaibli, la Russie devrait mieux faire. Alors pourquoi échoue-t-il? À ce moment-là, l'atmosphère était saturée d'analyses pessimistes prédisant un été difficile pour Kiev. Les Ukrainiens venaient d'être expulsés de Koursk. Vladimir Zelensky avait été humilié à la Maison-Blanche par Donald Trump et John David Vance. Après une campagne de recrutement surpassant dans les attentes, la Russie rassemblait ses forces. Alors que l'objectif principal du Kremlin semblait être de s'emparer du reste de Donetsk à l'est, on parlait de la chute de la capitale régionale du Nord, soumise aux mains des forces de Moscou, d'une nouvelle offensive sur Kharkiv et d'une percée potentielle dans le sud. En bref, l'Ukraine semblait vraiment mal en point. Pas au point que les troupes russes défilent dans Kiev, mais au point que des analystes sérieux pensaient que l'Ukraine pourrait finir l'été assise à la table des négociations avec une position considérablement affaiblie. L'été 2025 semble plutôt devoir marquer l'histoire comme l'équivalent russe de la contre-offensive ukrainienne ratée de 2023, une opération qui a coûté de nombreuses vies pour peu de résultats. Dans l'oblast de Soumy, l'offensive russe vers la capitale régionale s'est bloquée au village frontalier sans avancée. À Kharkiv, la nouvelle offensive n'a apporté que de faibles gains. Dans le Donbass, des villes clés comme Pokrovsk et Kostiantynivka, objectifs minimaux restent à prendre. Maintenant, il faut être clair. Nous ne disons absolument pas que tout va bien pour l'Ukraine. Peu importe la performance, les Russes avancent toujours sur le champ de bataille. Et comme nous y reviendrons plus tard dans la vidéo, il se pourrait bien que Pokrovsk voie un retrait ukrainien dans un avenir proche. Cependant, des villes comme Pokrovsk constituaient les objectifs minimums pour l'été. Les endroits que Moscou devait prendre afin de présenter l'offensive comme autre chose qu'un fiasco total. Si elle tombe, la campagne du Kremlin n'aura obtenu qu'une note à peine suffisante. Si l'Ukraine parvient d'une manière ou d'une autre à les conserver, eh bien cela soulèverait de sérieuses questions sur la viabilité de l'effort de guerre du Kremlin. Comme l'a dit The Economist, je cite, « À moins qu'un changement dramatique n'intervienne, Vladimir Poutine sera incapable de gagner la guerre sur le champ de bataille. » Le fait qu'il continue malgré tout à essayer, quoi qu'il en soit, suggère qu'il est à court d'idées. Tout cela n'était pas censé se passer ainsi. Alors que la Russie avançait lentement, l'Ukraine faisait face à une grave crise de main-d'œuvre, ce qui aurait dû limiter sa capacité à freiner les Russes. Si vous regardez régulièrement, vous savez que nous avons déjà évoqué cette crise. Dans une vidéo du 13 octobre, nous invitons tous ceux qui veulent mieux comprendre à revoir la vidéo. En résumé, les efforts de recrutement et de mobilisation de l'Ukraine restent insuffisants, et l'impopularité de la conscription a conduit l'État à peu agir pour ramener les nombreux déserteurs. Pris ensemble, ces facteurs ont causé de réels problèmes. Le professeur émirati d'études sur la guerre au King's College de Londres, Laurent Friedman, a estimé que, je cite, « l'Ukraine manque d'environ 100 000 soldats ». Le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrsky, a indiqué que, tandis que ses forces baissent, la Russie recrute assez pour augmenter son armée d'environ 9 000 soldats par mois. Dans une récente enquête dévastatrice, le Kiev indépendant a interviewé des commandants anonymes qui ont rapporté n'avoir que 10 fantassins réellement opérationnels dans tous leurs bataillons. Ces pénuries ont de vrais impacts opérationnels. L'ancien compte du groupe de renseignement en source ouverte carte de contrôle de l'Ukraine l'a expliqué ainsi, je cite, «
Cette pénurie a laissé l'Ukraine largement incapable ou peu disposée à mener de grandes contre-attaques en dehors d'opérations limitées par des troupes d'assaut qui rencontrent souvent d'immenses difficultés à reprendre même de petits villages. Les forces russes peuvent donc faire une pause, se rééquiper et se reconstituer sans grand risque de contre-offensive. La pénurie a aussi réduit les possibilités pour les troupes ukrainiennes de quitter le front et de se reposer. Cela a transformé la défense contre les percées russes en une course pour éteindre des incendies. Selon le fondateur de Frontelligence sur X, les dynamiques négatives à Kupiansk révèlent que le problème clé de l'armée ukrainienne persiste. Elle agit comme une brigade de pompiers, renforçant les secteurs menacés du front, comme Pokrovsk, au détriment d'autres axes. Voilà ce que nous entendons en disant que la Russie doit mieux faire. Quand ces analystes annonçaient un été 2025 difficile pour Kiev, ils ne cherchaient pas juste à provoquer les utilisateurs de Twitter affichant des drapeaux ukrainiens. Ils rapportaient honnêtement les conséquences négatives probables des avantages écrasants de la Russie en termes de main-d'œuvre. Au lieu que cet avantage écrasant en main-d'œuvre mène à des gains majeurs sur le champ de bataille, il semble n'avoir abouti qu'à une déception. Pour illustrer cela, examinons l'une des zones urbaines ukrainiennes les plus menacées, Pokrovsk. Après avoir d'abord infiltré la ville en juin, les forces russes tentent, au moment où j'écris ces lignes mercredi, de briser une consolidation, ce qui pourrait bien chasser les défenseurs ukrainiens. Pour citer l'analyste Clément Molin, à l'heure actuelle, des éléments russes sont présents dans presque toute la ville de Pokrovsk, autour de la gare, des usines au nord-ouest et au sud de la ville. Cela signifie-t-il que la ville est tombée ? Non. Maintenant, nous devons attendre de savoir si une consolidation suivra et donc un retrait ukrainien de l'agglomération dans les semaines à venir, ou si la situation restera la même. Et regardez, même si c'est une mauvaise nouvelle pour Kiev, il faut mentionner que la Russie est sur le point de prendre Pokrovsk depuis la mi-2024. Cela signifie que même si la ville tombe, il aura fallu plus d'1 an de combats féroces et d'énormes pertes russes. Bien que Pokrovsk ait une réelle valeur stratégique, ce n'est pas une fin en soi. Voici comment Reuters a présenté la suite. La prise de Pokrovsk, surnommée la porte d'entrée de Donetsk par les médias russes, et de Kostiantynivka au nord-est, que les forces russes tentent également d'encercler, donnerait à Moscou une plateforme pour avancer vers le nord en direction des 2 plus grandes villes encore contrôlées par l'Ukraine dans la région de Donetsk, Kramatorsk et Sloviansk. Fin de citation. Donc même si nous voulons souligner que la chute de Pokrovsk serait un très gros problème pour l'Ukraine, cela n'annoncerait pas la fin de la guerre, ni même la fin de la bataille pour le Donbass. Au contraire, ce serait une étape vers un affrontement bien plus important autour d'autres villes, mieux défendues. Et c'est un problème pour la Russie, car le niveau insensé de pertes qu'ils ont subi cet été ne sera pas proportionnel aux gains, même si, dans les prochaines semaines, ils parviennent à s'emparer à la fois de Pokrovsk et, disons, de Kupiansk. Timofey Milovanov, président de l'école d'économie de Kiev, a déclaré à propos de la bataille de Kostiantynivka. Après des mois d'assaut, les Russes ont gagné des mètres, non des villes, laissant des milliers de soldats morts dans les champs. Notre analyse dépend entièrement du nombre exact de pertes subies par Moscou cette année. Et évidemment, personne au Kremlin ne dit quelque chose comme « Ah, j'ai une idée ». Appelons ce Simon de Warfront et transmettons-lui nos chiffres confidentiels sur les pertes. Eh bien, cela a mené à beaucoup d'auto-illusions dans certains espaces en ligne où l'absence de chiffres vérifiables sur les pertes russes a permis à des gens qui fantasment sur le visage gonflé au botox de Vladimir Poutine de faire toutes sortes de gymnastiques mentales pour prouver qu'un seul soldat russe est mort. Et encore, seulement après avoir vaincu 35 millions d'Ukrainiens dans un combat à l'ancienne. Mais l'absence de chiffres précis venant de Moscou ne veut pas dire que nous n'avons aucun moyen de mesurer les pertes russes en 2025. Et les estimations utilisées par les analystes sérieux vont de pas très bon pour le Kremlin à presque catastrophique. Nous allons commencer par le chiffre le plus controversé, publié ces dernières semaines. Un document divulgué sur la chaîne Telegram du groupe ukrainien. Je veux vivre recense les pertes russes officielles sur les 8 premiers mois de 2025. 86 1744 soldats tués au combat. Je précise, il s'agit de tués au combat, pas seulement de pertes incluant blessés, disparus et capturés. Pour se rendre compte de l'ampleur de ce chiffre, les archives nationales indiquent que les États-Unis ont enregistré un peu moins de 41 000 tués au combat pendant toute la putain de guerre du Vietnam. Si cette fuite est authentique, cela signifierait que la Russie a perdu plus du double de ce chiffre en 8 mois.
Vous avez sans doute remarqué le rôle crucial de l'expression « si cette fuite est authentique » ici. Certains analystes de renom doutent de l'authenticité de ce document. Bien que Je veux vivre ait déjà publié de vraies listes de morts de Ligue d'unité russe, on peut soupçonner que la dernière semble douteuse. Le média russe indépendant Mediazona est le principal à remettre en question ces chiffres. Mediazona collabore à 2 grands décomptes indépendants des pertes russes, une liste nominative avec la British Broadcasting Corporation et un décompte des successions avec Medusa. Donc leur avis a vraiment du poids. Dans ce cas, leur avis est qu'il y avait des anomalies statistiques dans la Ligue, comme, je cite, les chiffres dans le document qui se terminaient par 5 et 0 plus souvent que ce qui serait attendu statistiquement. Pour appuyer cela, l'équipe de statistiques de Mediazona avait également mis en avant son propre travail sur le décompte des successions, ce qui suggérerait un nombre de décès plus faible. Nous ne pouvons pas tout expliquer ici. Pour plus d'informations, consultez l'explication détaillée sur le site de Mediazona. Il utilise une analyse statistique des dossiers de succession russe, pour estimer une fourchette probable de pertes de guerre. Cette méthode a pour limite principale que les données fiables prennent des mois à être disponibles. Selon Mediazona, notre estimation basée sur le registre des successions n'inclut pas les décès des dernières semaines et mois avant le calcul. Néanmoins, leur estimation actuelle pour les 6 premiers mois de 2025 s'élève à environ 52 000 morts parmi les forces russes, et leur chiffre pour la moyenne probable de tués par mois suggère que près de 87 000 morts d'ici août représente la limite supérieure de la plausibilité. Cependant, d'autres analystes notent qu'un chiffre proche de la limite supérieure de la fourchette attendue n'est pas pour autant impossible. Le fondateur de Frontelligence Insight a déclaré à Politico « Les chiffres que nous avions correspondent à ceux du document divulgué, suggérant que le nombre publié est attendu. » Leur fondateur avance qu'entre 7 600 et 11 000 Russes seraient une relitois chaque mois, soit de 60 000, 5 800 à 88 000 morts sur les 8 premiers mois de 2025. Mais même s'il est facile de se perdre dans des débats sans fin sur le véritable bilan, l'essentiel pour cette vidéo est que même dans la fourchette basse, cela reste un nombre de morts stupéfiant. La guerre du Vietnam a causé environ 41 000 morts américains au combat et 17 000 autres décès dus à des accidents ou maladies sur plusieurs années. Perdre autant d'hommes en 8 mois révèle une négligence ou une incompétence sidérante. Si l'estimation la plus élevée est exacte, plus de soldats russes seraient morts aussi. Au combat, ces 8 derniers mois, que le total des soldats américains tués au combat pendant la Première Guerre mondiale et la guerre du Vietnam, sans compter les décès dus aux maladies ou accidents. Et cela n'inclut pas les blessés, disparus et prisonniers. Leur ajout augmenterait fortement le nombre de soldats russes retirés du front. Cela ne signifie pas que l'Ukraine n'a pas de pertes, mais il est rare qu'une armée attaquante subisse moins de pertes que la défense, surtout entre forces militaires équivalentes. Et il semble que les forces de Kiev subissent moins de pertes que celles de Moscou. Le site ukrainien l'O16, qui recense les pertes ukrainiennes, mentionne au moins 8 668 morts sur la même période. Et bien qu'il semble très improbable que ce chiffre minimal soit exact, même en supposant que le total réel soit le double ou même le triple, cela signifierait tout de même que Moscou subit un ratio de pertes extrêmement défavorable. Tout cela indique une vérité fondamentale. L'offensive de la Russie échoue non seulement parce que les Ukrainiens résistent, mais aussi parce que les tactiques du Kremlin sont tellement inefficaces qu'il risque de perdre son avantage en effectif. Il n'y a pas si longtemps, la méthode de force brute du Kremlin, qui consistait à envoyer des hommes sur une position dans l'espoir de la submerger par la supériorité numérique, semblait fonctionner. En un sens, c'est toujours vrai, la Russie avance encore lentement dans le Donbass. Mais le rapport entre le coût humain et les gains ne cesse de se détériorer. Et une raison probable à cela, les drones. Comme déjà évoqué, la guerre en Ukraine n'a plus de ligne de front traditionnelle. Une zone grise de 20 à 30 km existe le long du front, surveillée par des drones des 2 camps. De petites poches de soldats ukrainiens y tiennent leur position et jouent au chat et à la souris avec des groupes d'infiltrateurs russes tentant de les déloger. Les choses sont encore plus difficiles, juste à l'avant, où il existe une bande de terrain large de 500 mètres à 10 km que le média ukrainien Texti a surnommé la zone de la mort. Ici, les drones sont tellement omniprésents qu'y entrer relève quasiment du suicide.
Tout ce qui bouge, qu'il s'agisse d'un véhicule ou d'un soldat à pied, est repéré et, dans la plupart des cas, rapidement détruit. C'est l'enfer pour les défenseurs ukrainiens, piégés dans des positions exiguës pendant des mois avec des lignes de ravitaillement incertaines. Mais c'est encore pire pour les soldats russes chargés d'avancer et de prendre de nouvelles positions. Bien sûr, les positions ukrainiennes tombent parfois, et les Russes parviennent parfois à percer les lignes de front. La nature de la zone de tir rend l'exploitation de cette brèche très difficile. Voici The Economist. La surveillance par drone et les armes de précision rendent tout rassemblement près du front suicidaire. Il est difficile de franchir les lignes ukrainiennes. En cas de brèche, il est très difficile d'avancer les forces et l'équipement nécessaires pour l'exploiter. Ainsi, la chute de Pokrovsk serait grave mais non désastreuse pour l'Ukraine. À moins qu'il ne se passe quelque chose de terriblement grave, on ne s'attendrait pas à voir un flot de blindés lourds et d'hommes déferler à travers les lignes de front. Nous verrons probablement ce que nous avons déjà vu cet été. La Russie progresse lentement et subit de lourdes pertes en avançant vers de violents combats urbains à Kramatorsk et Sloviansk. Selon les analystes, il faudrait encore 4 ou 5 ans au Kremlin pour prendre tout le Donbass. Tout cela place la guerre dans une situation étrange. D'un côté, l'Ukraine s'en sort mieux qu'on ne l'aurait pensé. Des percées russes localisées sont possibles, mais un effondrement général des lignes de front paraît très improbable. En revanche, une armée ukrainienne en grave manque de main-d'œuvre a peu de chances de contre-attaquer ou de reprendre du territoire hors de petites actions locales. Selon les analystes d'Ukraine Control Map, l'Ukraine a un besoin urgent de main-d'œuvre pour gagner militairement. Si le but est d'user la Russie et de freiner son avancée en cédant lentement du terrain, l'Ukraine gère cette tâche efficacement. Fin de citation. La situation n'est pas très bonne non plus côté russe. Les forces de Moscou subissent de lourdes pertes, mais le recrutement reste suffisant pour poursuivre la guerre. L'Institut pour l'étude de la guerre estime que la Russie perd 35 000 soldats par mois, mais en recrute environ 30 et 1 600. Selon leurs propres termes, je cite, « Les forces russes semblent capables et disposées à supporter ces taux de pertes malgré des avancées tactiques limitées. » Fin de citation. Cela soulève une question importante. Que va-t-il se passer ensuite ? Des rapports récents issus de communications russes de haut niveau indiquent que de nombreux membres de l'armée et de l'élite pensent que la guerre est dans une impasse stratégique et qu'il ne reste qu'à consolider les gains obtenus. Mais avec Vladimir Poutine insistant pour que ses forces continuent de se battre, cela est peu probable, presque aussi improbable qu'un coup d'État ou une autre tentative des élites de remplacer Vladimir Poutine. L'ambiance générale semble être de continuer à avancer docilement en espérant que le fou du Kremlin finira par se rendre compte qu'il ne peut pas continuer ainsi et finira par jeter l'éponge. Un tel résultat reste possible. L'ex-analyste Rob Lee écrivait récemment « Je pense que la Russie approche d'un point d'inflexion dans les mois à venir sur la poursuite de la guerre. » Pour contrôler toute la région de Donetsk, dont l'importance stratégique pour la Russie reste discutable, Moscou pourrait devoir mobiliser à nouveau. Si Moscou prolonge la guerre jusqu'en 2026, cela montrera qu'elle accepte plus de risques pour des gains stratégiques incertains. Tout cela nous amène à une conclusion insatisfaisante, n'est-ce pas ? Même si l'offensive de l'été 2025 a déçu Moscou, cela ne veut pas dire que la guerre va finir. Sauf bouleversement majeur, les conditions sont réunies pour que les choses continuent ainsi pendant un certain temps. La force du Kremlin progresse lentement, gagnant des champs et des villages au prix de centaines de milliers de vies de Russes. Pour revenir à notre question initiale, il se peut qu'au final, la raison pour laquelle les forces russes sous-performent n'ait pas d'importance. Tant que Poutine reste au pouvoir, et rien ne laisse penser qu'il partira, la guerre risque simplement de continuer par inertie, chaque année apportant de nouvelles horreurs, davantage de morts, et plus de familles qu'elle a perdant leurs proches pour satisfaire les fantasmes impériaux d'un seul homme. Il peut sembler rassurant d'apprendre que les forces russes s'en sortent mal, mais tant qu'elles tiennent suffisamment pour rester dans le combat, et tant que l'Ukraine laisse les problèmes de main-d'œuvre l'empêcher de lancer des contre-attaques significatives, la guerre risque de s'éterniser dans un avenir prévisible, avec tout le coût humain immense que cela implique. Merci d'avoir regardé.